Alors face à un déficit public, on le sait, qui est astronomique et abyssal, et puis une pression politique qui est de plus en plus croissante, le gouvernement relance le débat sur la fiscalité des revenus et également du patrimoine avec la création, tenez-vous bien, de la contribution différentielle sur les hauts patrimoines, la CDHP, qui est une sorte d'impôt sur la fortune plancher. Bonjour Maître Jérôme Barré. Il fait du bruit avec ces fiches-là. Oui, il est fébrile. Bonjour David. En apparence. Bonjour Jérôme. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Ça fait plusieurs semaines que la fiscalité des hauts revenus et des patrimoines, de nouveau, est au cœur des débats pour cause, effectivement, de comptes publics très dégradés. On en est où maintenant, là, en ce début d'année? Il y a eu des contributions différentielles sur les revenus, maintenant c'est le haut patrimoine, il y a de quoi s'y perdre. Flat tax qui doit augmenter, qui n'augmente pas, l'IFI ne sera pas touché. Bon, on a de quoi s'y perdre. C'est vrai. C'est vrai. Bon, le fantasme, c'est la fiscalité des hauts revenus, des grosses fortunes, des gros patrimoines. C'est donc un sujet clé. Il est à la fois politique, il y a un effet d'affichage, et puis il peut quand même rapporter. Hein. Donc le retour de cette contribution différentielle, vous savez, qui est un mécanisme compliqué qui visait à augmenter finalement la contribution. Sur les hauts revenus. Là, on parle des hauts revenus. Contribution sur les hauts revenus dans le budget de 2025. Ça symbolise cette approche du gouvernement, c'est-à-dire répondre aux critiques sur les inégalités fiscales. Ça, on pourrait en parler longuement, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, tout en tentant de réduire un déficit public qui est préoccupant. Donc cette CDHR cible spécifiquement les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € pour une personne seule ou 500 000 € pour un couple marié ou vivant ensemble. Si les impôts incluant l'impôt sur le revenu, la flat tax et la contribution exceptionnelle sur le revenu, cette fois-ci la CEHR, ne permettaient pas d'atteindre un seuil minimum de 20%, eh bien il faudrait verser ce complément. Vous retrouvez ça dans ce qui a été la taxe sur les GAFA. Vous savez, on a dit, ben voilà, vous avez des sociétés qui produisent beaucoup, mais il n'y a pas d'imposition, on voudrait un taux minimum. On retrouve cette idée du taux minimum, de mon point de vue. Donc l'objectif est double. D'un côté, il s'agit de rééquilibrer un traitement fiscal entre des revenus et de faire une différence. Pourquoi taxerait-on moins les revenus du patrimoine que les revenus du travail ? Donc les revenus du capital seraient plus taxés, et donc qui bénéficient d'un taux forfaitaire, et évidemment d'engendrer, de dégager une charge, un revenu fiscal de l'ordre de 2 milliards pour combler le déficit public. Ça, c'était l'idée cette contribution différentielle sur le revenu, c'était une idée du gouvernement Barnier, qui devait peut-être être abandonnée faute de consensus, et finalement, je n'ai pas bien suivi encore une fois, mais ce gouvernement Bayrou, est-ce qu'il veut réintégrer finalement cette contribution différentielle sur les hauts revenus dans le budget? Oui. Alors, ou non? C'est une réponse rapide qui n'est pas une solution de fond, et il faudrait la remettre en place, oui. Mais c'est compliqué. Peut-être qu'il serait plus simple, et là je n'ai pas moi donné des idées, il serait plus simple de rajouter 2 ou 3 points sur la flat tax, mais ça a un effet. Et c'est réintégré ou pas au final alors, cette contribution? On ne sait pas encore. Écoutez, j'ai dit que c'était abandonné en 2024, on en reparle cette année, mais on revient plutôt sur l'idée d'un impôt minimum, sur cet impôt minimum de 20%. C'est-à-dire de ne pas avoir... de ne pas avoir trop d'écart entre les revenus du patrimoine et les revenus du travail. Donc c'est une réintroduction qui envoie, c'est bien, on a bien une réintroduction dans le travail, dans le projet, qui réintroduit mais qui change aussi tous les jours. Double message. D'un côté, elle rassure certains électeurs, probablement minoritaires, en montrant une volonté de s'attaquer à des hauts revenus. D'autre part, elle révèle l'incapacité malheureusement de l'État à mettre une solution à long terme et un plan. On parlait du plan à 5 ans autrefois, du plan quinquennal, pour pouvoir avoir une taxation qui soit équilibrée sur le temps. Mais cette question de cette contribution différentielle sur les hauts revenus, elle amène en fait le gouvernement à envisager plutôt, donc je réponds à votre question, on met de côté la CDHR pour essayer de quelque chose à la place, mais pas immédiatement, à partir de 2006, la contribution différentielle sur les hauts patrimoines. Donc ce n'est pas CDHR, c'est CDHP, contribution différentielle sur les hauts, pas revenus, mais patrimoine. Alors expliquez-nous le contour, comment ça fonctionne, et quelle différence par rapport à la contribution différentielle sur les hauts revenus? La contribution initiale sur les revenus, c'est un revenu supplémentaire. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce que l'on souhaite, c'est un revenu comme les GAFA, qui soit un revenu minimum. Et on veut que sur les patrimoines les plus importants, on ait effectivement un revenu minimum. Comment va se calculer ce revenu minimum? L'idée, c'est de fixer pour les foyers dont le patrimoine net excéderait 100 millions d'euros, une taxation minimum de 0,5 qui serait appliquée. C'est-à-dire que si vous avez un patrimoine de 100 millions d'euros, vous devriez avoir un impôt minimum de 500 000 € par an. Voilà, quand on est au-delà de 100 millions d'euros de patrimoine net taxable. Voilà. Bon, alors, ça touche pas beaucoup de monde. Ça se compare avec l'impôt
sur le revenu, l'impôt sur la fortune, la flat tax, et on voit si oui ou non vous contribuez à ce seuil. Si vous n'arrivez pas à ce seuil, à ce moment-là, vous aurez un impôt supplémentaire. C'est ça l'idée. La question est de savoir, c'est parle-t-on d'un revenu latent? Vous avez des SICAV qui capitalisent, vous avez des contrats d'assurance vie, est-ce qu'on fait rentrer ces revenus dedans ou pas? Ou est-ce que ce sont effectivement les revenus affichés, c'est-à-dire ceux que vous allez effectivement percevoir qui dégagent immédiatement un impôt? Ça, on ne Revenu sait ou pas patrimoine? Parce que l'on parle du patrimoine. on parle du patrimoine, mais on vous dit quand même que ce patrimoine, c'est un peu comme dans le cadre du plafonnement de l'IFI ou le plafonnement autrefois de l'ISF, on va comparer la totalité de l'impôt que vous payez sur les revenus pour savoir, en le comparant à ces 0,5 sur le patrimoine, si oui ou non vous avez un écart. Si vous payez plus, on ne vous remboursera pas, mais si vous payez moins, vous aurez à contribuer à hauteur de ce qui serait décidé par le 0,5. C'est ça l'idée. On sait combien ça rapporte ou pas pour les caisses de l'État? Non? On a parlé de non, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne le sais pas parce qu'on ne sait pas comment ça va être calculé. Justement, quels sont les actifs qui pourraient être concernés par cette contribution différentielle sur les patrimoines? Est-ce que ça soulève d'ailleurs des questions de difficultés particulières? Oui, ça soulève des difficultés parce que donc, les biens immobiliers, les portefeuilles de valeurs mobilières, portefeuilles financiers, les liquidités, vos comptes bancaires qui ne sont qu'en liquidité, qui ne produisent pas de revenus, les objets de valeur, on peut y penser. Est-ce que les œuvres d'art, cette fois-ci, seront exonérées comme elles l'ont été dans le passé pour l'IFI, les bijoux, les voitures de collection, etc. Bien que leur inclusion reste débattue sur des marchés qui sont fragiles. Donc là, et puis on va avoir un deuxième sujet, c'est la question qui va résider entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. Est-ce que si vous avez une holding animatrice, qui va être considérée comme professionnelle, et que vous êtes exonéré d'IFI, est-ce que oui ou non, ça servira de base à la taxation? Donc on a une distinction à faire, ou du moins des critères à trouver entre biens privés et biens professionnels. Est-ce que les biens professionnels entreront dedans? Et ensuite, il y a la question de l'évaluation. Est-ce qu'on prendra une évaluation, la valeur vénale, comme pour l'ISF, comme pour l'IFI, ou est-ce qu'au contraire, on prendra une valeur qui sera une valeur plancher, comme on le retrouve dans un certain nombre de pays, qui est une valeur cadastrale? Cadastrale qui, en ce moment, vous vous souvenez, on a beaucoup parlé de la taxe foncière, qui est en mouvement également, parce qu'on voudrait rehausser les bases taxables. Mais c'est ça l'idée. Bon, l'expert et l'avocat fiscaliste que vous êtes va montrer des dents et me dire que toutes ces réformes et tous ces alourdissements de taxation vont nuire à l'attractivité économique de la France. La main sur le cœur. Non, c'est sur le portefeuille. Vous savez, je ne suis qu'un petit fiscaliste, mais j'écoute ce que disent les contribuables, et même parfois d'ailleurs, on a des retours de l'administration. Des contribuables. Il y a toujours des contribuables plus gros que vous savez. Mais donc la France est déjà perçue comme un pays complexe par sa structure juridique, et quand vous voulez constituer une entreprise, c'est compliqué. C'est considéré comme complexe parce que la fiscalité est lourde, elle est multiple, et elle est pleine de petites j'aime pas le terme de niche, mais elle est pleine elle est mitée. Elle est mitée, voilà. Et donc, on est dans un schéma instable, alors que dans la plupart des pays du monde, on essaie d'avoir une taxation qui soit à peu près fixe, mais il faut reconnaître que d'ailleurs jusqu'à maintenant, et c'est ce qui choque aujourd'hui les contribuables, c'est que ce que Monsieur le Président Macron avait réussi à faire, c'est justement de calmer les mouvements de fiscalité. Là, on y repart. Les Français n'y sont plus habitués. Et ceux à qui on va demander de payer sont d'autant moins contents que eux, ils ont essayé de faire des économies, ils ont essayé de gérer convenablement leurs recettes et leur patrimoine, et on vient leur dire, écoutez, je suis désolé, nous, on n'a pas bien fait notre gestion de l'État, mais on va venir vous voir. On vous parle de temporairement, mais on ne sait jamais ce que veut dire cette temporalité. On sait bien que les impôts durs, la contribution exceptionnelle sur les revenus, elle avait été quand même créée par M. Sarkozy la dernière année de son mandat, et ça existe toujours, donc ça fait déjà 14 ans après. 14 années, exactement. Donc, un des sujets, c'est ça, c'est que c'est très mal perçu de dire, écoutez, nous, on a géré convenablement et vous allez nous demander ça. Je pense que l'effort momentané, ça, il est compris. L'effort durable, il n'est pas compris. Et dans un climat général où les États européens, alors qu'on avait évoqué qu'on ne ferait pas de... Ça avait été dit dans les années 90 qu'on ne ferait pas de dumping entre les États, on en fait. Et donc l'Italie a un régime attractif. Si vous allez au Portugal, le Portugal, allez à Lisbonne aujourd'hui, par rapport à ce que vous connaissiez il y a 15 ans, la ville a complètement changé, elle est refaite à neuf, quasiment. Qui a refait la ville de Lisbonne à neuf? La fiscalité. Ce sont les personnes qui se sont installées qui ont refait cette fiscalité. Ça a créé du travail, etc. etc. Bien, notre enjeu, il est là. Est-ce qu'on est capable d'être raisonnable, de rembourser de la dette de façon, là encore, raisonnable, mais la dette, elle va surtout se rembourser si l'économie remonte. Pas uniquement parce qu'on va relever de la dette, parce qu'on n'y arrivera pas. Ce qu'on va prendre aujourd'hui, et sachant que si vous écoutez ce qui a été prévu dans le projet de loi de finances, on a déjà commencé à prélever de la dette, à prélever de l'impôt,
pour l'affecter à d'autres missions que simplement le remboursement de la dette. Donc on voit bien que si on prélève quelque chose, et c'est ça qui énerve aujourd'hui les contribuables, et qui les met dans une situation d'incertitude où ils sont prêts à partir. L'entrée en vigueur de tout ça, enfin de cette CDHP, contribution différentielle sur les hauts patrimoines, elle est pour quand? Alors j'ai évoqué ce que j'en comprends. Oui, tout ça est mouvant. Pas très bien, c'est très mouvant, et donc ça va prendre du temps. Donc l'enjeu, c'est plutôt 2026. Alors c'est plutôt une bonne perspective. On sera aussi en 2026. Mais en 2026, on sera avec ce gouvernement-là, est-ce qu'il y a des élections législatives anticipées? Et aujourd'hui, vous le voyez bien, les combats sont extrêmement politiques. Chacun gère son clan, sa chapelle, ou son chapitre. La difficulté, c'est justement ça. On n'a pas de vision commune d'ensemble pour redresser l'État. Et la notion, dès qu'on touche à quelque chose qui affecte les privilèges de chacun, la France est un pays de privilèges, quels que soient les privilégiés, on n'y arrive pas. Donc selon vous, vous ne croyez pas trop, vous ne souhaitez pas trop que cette CDHP voit le jour? Les fiscalistes sont toujours contents quand il y a des mouvements, c'est comme la bourse, on s'en nourrit toujours, si je puis dire, il y a toujours des choses à faire, ils vont bien nous voir. Sauf que si on raisonne vraiment en tant que citoyen et citoyen fiscaliste que je suis, eh bien on n'a pas très envie qu'il y ait des changements qui affectent l'économie, parce qu'au final, il y a une grande mobilité des uns et des autres, et le mécontentement, il va se manifester par des parents qui peuvent partir, avec leurs enfants, ou même des enfants qui iront ailleurs. La difficulté, on est beaucoup plus difficile de créer une activité en Europe que de développer une activité et de la créer aux États-Unis, et tout le monde le sait. C'est ça qui est un peu ennuyeux. Donc on a aujourd'hui intérêt, si on a des ressources, à conserver ces ressources, à les choyer. Il faut payer l'impôt, on est tous d'accord. Mais c'est jamais le poison qui tue, c'est la dose, et c'est la méthode que l'on a, et on voit bien qu'il y a beaucoup de contraintes, et que ces contraintes, elles ne relèvent pas uniquement d'une notion budgétaire, mais parfois de notions politiques qui ne sont pas de très haute politique. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David. Salut.